Visage mémorable, portrait parlé. Une série d'émissions de Stanislas Fumet. Aujourd'hui, Léon Bloy. Je n'ai vu Léon Bloy que 2 fois, à Paris, lorsqu'il habitait 40 rue du Chevalier de la Barre, sur la butte Montmartre. C'est mon oncle Paul Jury qui m'emmena avec lui chez ce Léon Bloy dont les circonstances l'avaient éloigné depuis plus de 15 ans. Léon Bloy n'était pas responsable de son entrée chez les Jésuites à la fin du siècle, un peu après ma naissance, bien qu'il se fût chargé de la formation spirituelle et intellectuelle de ce tout jeune converti. Paul Jury résidait à Toulouse depuis peu, et c'est à l'occasion d'un passage à Paris, en 1909, qu'il eut l'idée d'aller revoir ce maître bien-aimé qu'il s'était choisi dans son adolescence et dont il avait été le familier au cours des dernières années du 19e. Élève au lycée Michelet, il s'était épris de Léon Bloy et ne pensait qu'à lui rendre service. Son dévouement lui était entièrement acquis. Une petite somme d'argent dont il disposait avait été versée en plusieurs tranches au grand écrivain traqué par la misère. On relève des indications à ce sujet dans Le Mendiant ingrat, le premier volume du journal de Léon Bloy. Le salut par les Juifs, le seul de mes livres que j'oserais présenter à Dieu, déclarait Bloy, avait provoqué de la part du novice jésuite des réflexions auxquelles l'auteur avait répondu sans trop d'irritation, car elles lui permettaient d'apporter des précisions sur son point de vue, qui n'était pas d'un théologien, mais d'un poète intuitif, émule des prophètes d'Israël. Voici cette explication. Les très rares chrétiens qui font encore usage de leur raison peuvent remarquer qu'il ne s'agit pas, ici ou là, de métaphores, non plus que d'affirmations rigoureuses dans le sens de la doctrine révélée, mais simplement de constater le mystère, la présence du mystère, au scandale des imbéciles ou des théologiens pédants qui affirment que tout a été éclairé. Paul Jury avait fait son scolastica en Espagne, les fils de Saint Ignace ayant été chassés de France par les lois anticongrégationnistes. 15 ans plus tard, il avait été ordonné prêtre à Enghien, en Belgique. Puis, quand les pères français de la compagnie commencèrent à rentrer individuellement ou par petits groupes dans leur patrie, il fut envoyé à Toulouse. La correspondance de Paul Jury et de Léon Bloy s'était beaucoup raréfiée. Ils n'avaient plus les mêmes conceptions religieuses, mais l'attachement survivait. Paul Jury tenait à me présenter à Léon Bloy parce qu'il se rappelait ce qu'il avait reçu de lui dans son adolescence. Je l'accompagnai donc à Montmartre, un matin, de bonne heure, et, arrivés au pied de la basilique, nous pénétrâmes dans cette cour du 40 rue du Chevalier de la Barre où les Blois occupaient un pavillon. C'est d'abord un petit chien qui nous accueillit, un innocent bulldog. « Il ressemble tout à fait à Léon Bloy, me dit mon oncle en riant. Tu verras. » Et c'était vrai. La grande Madame Bloy, le regard clair, les cheveux tirés, nous ouvrit la porte. J'aperçus dans une pièce les 2 filles de l'écrivain, Véronique et Madeleine, assises à table, qui déjeunaient. L'une d'elles, j'en ai gardé un souvenir exact, mangeait un œuf à la coque. Je remarquai tout de suite sur les murs quelques-unes des lithographies d'Eugène Grasset qui avaient inspiré à Léon Bloy un admirable zodiaque pour le catalogue de la Belle Jardinière et un portrait de l'écrivain par Léon Bonhomme dont la feuille hebdomadaire de l'anarchiste Victor Méric, Les Hommes du Jour, devait tirer un dessin au crayon gras pour la couverture d'un numéro consacré à ce catholique hors de pair. Léon Bloy sortit de son bureau, s'avança vers Paul Jury, et ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. C'étaient 2 amis qui se retrouvaient après 16 ans de séparation. « Voici mon neveu, dit Jury à Bloy. »« C'est à peu près à votre âge, fit celui-ci, que Paul venait chez nous. » Et il me sourit avec beaucoup d'affection. Il parla peu. C'était le moins bavard des hommes. Ce vociférateur, ce crieur public de Dieu, ainsi qu'il se qualifiait, n'était éloquent
et même volontiers grandiloquent, que la plume en main, ou lorsqu'il lisait un texte qu'il avait écrit. Léon Bloy évitait les lieux communs, dont il composa une exégèse devenue célèbre. Il parlait assez bas. Mais tout le monde parlait à voix basse chez les Blois, comme si les murs avaient été ceux d'une chapelle où on gardait le Saint-Sacrement en attendant la fin du monde qui ne pouvait tarder. Dieu est là, ne faisons pas de bruit, semblait-on dire, même lorsqu'on riait, car avec Léon Bloy, on riait beaucoup, mais le rire chez lui n'était pas si loin des larmes. Ce matin-là, il nous conduisit à l'église Saint-Pierre, où mon oncle allait dire sa messe. Léon Bloy avait assisté à une ou peut-être 2 messes déjà, comme il en avait l'habitude, car il se levait tous les jours à 5 heures du matin et se rendait à l'église pour la première messe, celle des domestiques, comme il se plaisait à dire, où le silence n'est pas troublé par les bruits qui viennent du dehors, et surtout en haut de Montmartre, l'air du petit matin que l'on retrouve en sortant de la messe est d'une fraîcheur exquise. Léon Bloy se tenait penché, en souvenir du publicain, derrière une colonne, sur son prie-Dieu. Quand nous revînmes de la maison des Blois pour prendre le café, j'examinai notre hôte plus à loisir. Ce qu'il avait écrit au savant géologue Pierre Termier, lui fixant un rendez-vous, était parfaitement juste. « On me reconnaît à ceci que je suis vêtu comme un charpentier. » Léon Bloy, en 1909, était grisonnant. Il avait une tête puissante et les cheveux peignés de côté avec une belle mèche blanche, un visage rond, aux sourcils épais, au nez court, avec une forte moustache aux ailes tombantes, de beaux yeux d'enfant, graves et mélancoliques, dont je reparlerai. Sa tête, une boule sur la défensive, était faite de cercles inscrits dans un cercle, d'un dessin admirablement pur. Il était habillé, je crois, de velours côtelé. On n'eût pas été étonné de voir émerger de sa poche le dépassement d'un mètre en bois. Comme il devait sortir en ville, Madame Bloy lui attacha sa cravate, dont il n'était peut-être pas habitué à faire lui-même le nœud. En me jetant un coup d'œil furtif, il maugréa, sans le moindre sérieux, contre les membres du clergé. Nous ne restâmes pas longtemps. Jeanne Bloy égrena quelques souvenirs, Paul Jury lui posant des questions. Il était évident que la situation du vieux de la montagne ne s'était guère modifiée, encore que de nouvelles amitiés lui fussent venues qui le réconfortaient. Mais des amis, Bloy en avait toujours eu. Il ne pouvait vivre sans eux. Enfin, nous nous levâmes, Paul Jury embrassa son vieux maître, et sur le seuil, Léon Bloy me dit « Venez nous voir un dimanche, dans l'après-midi. » Mon oncle le remercia pour moi. C'est ainsi que m'apparut, une première fois, Léon Bloy. Il faut dire que j'avais toujours entendu parler de lui. À la maison, quand il était question d'un écrivain de génie, faut-il avouer que nous avions dans la famille une propension fâcheuse à ne nous intéresser qu'à ce qui touchait au génie ou à la sainteté, et que nous étions peu sensibles à la réputation des hommes, l'opinion du public aussi bien que de la critique nous étant absolument indifférente. Eh bien, quand chez moi on nommait un grand écrivain de notre temps et vivant, c'était de préférence Léon Bloy. Mon père, l'esprit le plus indépendant du monde, avait subi l'empreinte de 3 personnages qui l'avaient fasciné. C'était Baudelaire, Wagner et Léon Bloy. Ce dernier avait joué un rôle providentiel dans sa vie. En 1887 ou 88, quand, après une période d'activité anarchiste qui l'avait entraîné à fabriquer des bombes et une incursion plus prolongée dans les sciences occultes, il s'était converti au Dieu de Moïse, puis à son fils Jésus-Christ, Dinam-Victor Fumet avait trouvé par terre, chez son meilleur ami, Henri Pinault, musicien comme lui, un livre dont le titre avait aimanté son regard, Le Désespéré. Il en avait aperçu l'auteur au Chat Noir, mais ne lui avait pas adressé la parole. Il emporta chez lui Le Désespéré, et ce livre fut pour son âme une prodigieuse découverte. Il y reconnut la plupart de ses propres sentiments. Cette colère, née de l'amour de la justice, c'était bien la sienne. Mais ce qui le bouleversa davantage, c'est ce sens de l'absolu,
dont il était exactement possédé lui-même. Ce Dieu de Léon Bloy, qui n'avait rien à voir avec celui du monde clérical que mon père avait en horreur, était effectivement son Dieu. On peut dire que Léon Bloy, sans le savoir, lui avait rouvert la porte du catholicisme. Sa conversion, entre parenthèses, fut préjudiciable à la carrière du musicien. La métaphysique l'éloigna du monde des artistes qu'il ne fréquentera plus. Après une tournée en Amérique du Sud, il rencontre à Paris une famille de coloniaux protestants. Le père, ingénieur de l'État en Indochine, était mort. Sa femme, une théosophe, amie d'Hélène de Blavatsky, avait 3 filles et un fils plus jeune. Mon père donna des leçons de piano aux demoiselles, qui étaient fort jolies, et enchanta à la lettre toute la famille, la mère, les filles, le fils, qu'il convertit en un tournement à la religion catholique. Il épousa la 2e des 3 filles, Marcelle, ma mère. Sa sœur aînée entra dans un couvent de contemplatives réparatrices. Et voilà pourquoi Paul, le lycéen, qui avait entendu mon père louer Léon Bloy, se proposa d'aller sonner à sa porte. C'est ainsi que Paul Jury, futur jésuite, avait été reçu par l'auteur du Désespéré. Jamais Bloy ne connut mon père. Ce musicien, qu'il croyait occultiste, ne lui inspirait pas confiance. Mais Dinam était un être si original que je ne suis pas sûr que, malgré leurs affinités, Bloy l'eût vraiment compris. Une originalité en écarte une autre. Léon Bloy ne se doutait pas qu'il cherchait, dans les yeux de ses semblables, un miroir qui reflétât son visage intérieur. Ses livres en témoignent ouvertement. Christophe Colomb, Véronique, Léopold et Clotilde, le pseudo-Louis XVII, Napoléon. C'était cela qu'il appelait leur âme, pour laquelle il était prêt à tout donner. C'est-à-dire qu'en se penchant sur ce puits mystérieux de la personne qu'il affectionnait, il épiait un regard de Dieu. Et il avait raison. Mais son jugement concernant les créatures exaltées ou honnies par lui était sujet à caution et bien des fois à révision, tel qu'il avait encensé Huysmans, Rollinat, jusqu'à Péladan, ou tel de ses amis plus anciens, Georges Landry, Madame Ernest Hello, acquerra soudain tous les défauts qui sont le contraire des qualités qu'il lui avait dès l'abord attribuées. Je ne crois pas avoir manqué de respect à ce grand homme en écrivant dans ma mission de Léon Bloy que Dieu et Léon Bloy avaient été sa contemplation exclusive. Ce n'était pas de ma part un reproche. Si l'on ne connaît pas les mystiques, on entend mal ce que je voulais dire. L'œil des mystiques, en ce bas monde, à force d'être tourné vers le dedans, ne discerne plus que l'essentiel. Et l'essentiel, ici, est un. Ce n'est pas son moi que le mystique rencontre en Dieu, mais son moi reste dans son œil, et ce qui n'est ni Dieu à qui l'on s'attache, ni le moi dont on se détache, risque d'être assez vague et peut devenir interchangeable, car le moi, perdu dans la lumière de l'absolu, a la vue brouillée. Lorsque le contemplatif est un saint, j'entends un saint bien purifié, il se dispense de juger et s'en remet pour tout ce qui relève du jugement à la plus grande des 3 vertus théologales qui est la charité. Léon Bloy le savait, mais il demeurait, quoi qu'il fît, homme de lettres et virtuose de la langue et incomparable manière de métaphore. S'il avait renoncé à écrire, ce qui est une supposition absurde, le pèlerin de l'absolu qu'il prétendait être se serait tu. L'homme, sinon l'artiste, n'aurait pas eu grand mal à le faire. Je disais qu'il n'était pas bavard. J'en eus la preuve lors de ma seconde approche de Léon Bloy, ce dimanche après-midi, où, me rappelant son invitation, j'allais le revoir à Montmartre. Pour me donner quelque aplomb, j'ai eu la mauvaise inspiration de vouloir prendre un supporter. J'en avais un qui s'offrait à moi tout naturellement, car c'était un poète du quartier latin avec lequel je me promenais beaucoup. C'était une personnalité extrêmement pittoresque. Il écrivait d'immenses poèmes, d'un lyrisme infatigable, et chez lui, tout menaçait d'être infini. Il s'appelait René Décembre, pseudonyme de René Colomer. Était la bonté même, je n'exagère pas, et j'aurai l'occasion de le nommer plus d'une fois dans ses visages mémorables, car, durant des années, je peux dire qu'il ne me quitta guère.
C'est en sa compagnie que j'ai connu la plupart des écrivains et des artistes avec qui je fus en relation avant le conflit de 1914, sinon après. Il avait 10 ans de plus que moi. Ce qui caractérisait René Desambre est qu'il acquiesçait à tout ce que je soutenais. Blaise Cendrars a eu raison de s'en plaindre dans son livre « La vie dangereuse », mais je ne me rendais pas compte que je pouvais tyranniser cet ami si invariablement fidèle. Pour retourner chez Blois, pouvais-je avoir un meilleur assistant que le cher Desambre. Nous nous présentâmes ce dimanche-là rue du Chevalier de la Barre, un peu trop à l'avance, je crois. On nous fit attendre dans le bureau de travail de l'écrivain. Quand Léon Blois parut, il ne nous accueillit pas avec froideur, mais je sentis sa surprise de me voir accompagné, et mon embarras ne fit qu'augmenter lorsque j'eus déclaré que je venais de lire Le sang du pauvre, dont l'apparition était récente, et que j'étais émerveillé, ou quelque chose comme cela, de toutes les vérités que contenait ce livre. Blois grommela, répondit peu de choses. J'avais espéré être moi-même plus loquace, mais mon rouleau s'était dévidé d'un seul coup, et après ma phrase insignifiante sur le sang du pauvre, je n'avais plus rien à ajouter. Léon Blois, comme intimidé, se frottait le menton et me regardait sans ouvrir la bouche. Je voulus enchaîner, et je me jetai sur n'importe quel prétexte. « Nous connaissons un de vos amis, lui dis-je. C'est le sculpteur Frédéric Brou. »« Ah oui, Brou, » fit Blois. Et lentement, « Il ne m'amène personne. » Cela, c'était pour mon supporter. Je compris que les amis qui venaient le dimanche n'étaient pas arrivés et que notre présence ne pouvait que déranger les Blois. C'est pourquoi nous nous levâmes assez vite de notre siège et ne demandâmes plus rien au vieux de la montagne. Il nous reconduisit jusqu'à la porte de la cour et me fit un très gentil sourire en nous serrant la main. Dehors, René Desambre pouffa de rire. Telle a été ma dernière visite à un homme que j'admirais déjà pleinement, qui était pour moi quelqu'un de notre famille, quelqu'un dont l'influence sur mon esprit fut considérable et dont j'allais longuement étudier l'œuvre par la suite. Quand je dis « moi » en pensant à Léon Blois, je pourrais aussi bien dire « nous ». En effet, la plupart des relations intellectuelles ou spirituelles dont nous avons bénéficié, la plupart des amitiés intimes que nous avons formées durant notre vie se rapportent d'une manière ou d'une autre à l'existence et à la personnalité de Léon Blois. C'est parce que ce taciturne était profondément timide que sa parole avait besoin d'une espèce d'orchestration. Ce qu'il ne pouvait pas dire avec assez de force à son interlocuteur, il l'écrivait. Aussi, pour lui faire plaisir, ses amis le priaient-ils de leur lire un chapitre de quelque ouvrage en train, par exemple. Moi, je n'eus pas la fortune de l'entendre lire, mais je me rappelle comment il parlait, d'une voix un peu sourde. Léon Blois était un doux. Cela émanait de toute sa personne physique, même lorsqu'il fronçait les sourcils et que son œil noircissait. Léon Blois n'aurait pas demandé à sa bonne de fermer une fenêtre quand il avait froid. Il se levait de sa chaise et allait lui-même, silencieusement, fermer la fenêtre. On ne l'imagine pas, parlant comme il le fait dans Le Désespéré, à un dîner des hommes de lettres les plus réputés de l'époque, convié par Properce Beauvivier, rédacteur en chef du Basile. Beauvivier, c'est Catulle Mendès, et le Basile, c'est le Figaro. On se souvient de la scène. La victuaille fut copieuse et d'une culinarité sublime. Pendant quelque temps, on n'entendit que le bruit des mandibules et de la vaisselle, accompagné en dessous du gargouillement octé de la commençante déglutition des vieux. Une parole susurrée ondulait vaguement autour de la table immense, préliminaire d'une conversation générale qui cherchait à se préciser. Des interjections brèves, des exclamations suspendues, de timides interrogats, de préhistoriques facéties et des calembours tertiaires faufilaient peu à peu la rumeur joyeuse, en attendant qu'elle éclatât comme une fanfare sous l'excitation des puissants vins. Beauvivier, alias Catulle Mendès,
a voulu exhiber son monstre à la fin de ses agapes imaginaires. Marche Noire, qui est le nom de guerre de Léon Bloy, a été prié de lire à la fin du repas l'article qu'il destine au journal. Titre: La sédition de l'excrément. Ça promet, fait observer Francisque Sarcey, Mérovée-Beauclerc. Quand il a terminé sa lecture, tous ces victorieux de la plume le regardent avec une certaine stupeur. Beauvivier a cru flatter Marche Noire, Léon Bloy, en le félicitant sur son art de lecteur, peut-être supérieur, dit-il, même à son talent. Pourquoi ne s'est-il pas produit sur les planches ? Marche Noire, hors de lui, sous cette insulte, reprend la parole et Bloy se voit ainsi morigéner l'assemblée de ses confrères. Vous avez prostitué le verbe, en exaltant l'égoïsme le plus fangeux. Eh bien, c'est l'épouvantable muflerie moderne, déchaînée par vous, qui vous jettera par terre et qui prendra la place de vos derrières, notés d'infamie, pour régner sur une société à jamais déchue. Alors, par une dérision inouïe, capable de précipiter la fin des temps, vous serez, à votre tour, les représentants faméliques de la parole universellement conspuée. Je vois en vous les malfilâtres sans fraîcheur et les minables Gilbert du plus prochain avenir. Jamais on n'aura vu un déshonneur si prodigieux de l'esprit humain. Ce sera votre châtiment réservé d'apprendre à vos dépens, par cette ironie monstrueuse, les infernales douleurs des amoureux de la vérité que votre justice de réprouver condamne à se désespérer tout nu, comme la vérité même. Mon plus beau rêve, désormais, c'est que vous apparaissiez manifestement abominable, car vous ne pouvez pas, en conscience, l'être davantage. Au nom des lettres qui vous renient avec horreur, vous vivez exclusivement de mensonges, de pillages, de bassesse et de lâcheté. Vous dévorez l'innocence des faibles et vous vous rafraîchissez en léchant les pieds putrides des forts. Il n'y a pas, en vous tous, de quoi frétter un esclave assez généreux pour ne vouloir endurer que sa part congrue d'avilissement et disposé à regimber sous une courroie trop flétrissante. J'espère donc vous voir dans peu, sans aucun argent et tondu jusqu'à la chair vive, puisqu'il n'existe pas d'autre expiation pour des âmes de pourceaux telles que sont les vôtres. J'espère aussi que ce sera la fin des fins, car il n'est pas possible de supporter le proconsulat d'une vidange humaine qui vous surpasserait en abjection sans conjecturer du même coup l'apoplexie de l'humanité. En ce jour, peut-être, le Seigneur Dieu se repentira, comme pour Sodome, et redescendra, sans doute, enfin, du fond de son ciel, dans la suffocante buée de notre planète, pour incendier une bonne fois tous nos pourrissoirs. Les anges exterminateurs s'enfuiront au fond des soleils, pour ne pas s'exterminer eux-mêmes du dégoût de nous voir fuir, et les chevaux de l'Apocalypse, à l'apparition de notre dernière ordure, se renverseront en arrière dans les espaces, en hennissant de la terreur d'y contaminer leurs pâturons. Ce que Léon Bloy annonçait aux romanciers de son époque et aux brillants chroniqueurs qui tenaient le pavé de la capitale ne s'est pas produit positivement. Il fut plus heureux quand, à la fin de sa vie, il termina le dernier tome de son journal, Au seuil de l'Apocalypse, à la date de octobre 1915, par ces mots qui ont tant frappé Albert Béguin: « J'attends les Cosaques et le Saint-Esprit. » Les Cosaques, bon, 1917. Mais pourquoi le Saint-Esprit ? Parce que Léon Bloy avait cette conviction, dont ses œuvres sont pleines, que le christianisme n'est pas un terme, mais le préambule historique d'une autre ère qui sera celle du Christ juge,
celle du deuxième avènement que les anges ont prédit aux apôtres un peu tristes d'avoir vu le Seigneur monter au ciel sans eux, et qui est un article du Credo. Cette nouvelle ère, dont Léon Bloy, qui n'avait pas lu Joachim de Flore, parlait constamment, sans pouvoir faire entendre clairement sa pensée, qui d'ailleurs n'en était même pas une, c'était un pressentiment que lui donnait le spectacle de toute espèce de douleur, de tout inaccomplissement du désir sacré des pauvres, une intuition surnaturelle et une soif perpétuelle d'assister à la gloire, toujours reculante, de l'absolu. C'était pour lui le règne de la troisième personne de la très sainte Trinité. C'est dans cette gloire inimaginable que Dieu doit apparaître sous son nom d'amour et sous les espèces du feu. Deus caritas est, nous dit saint Jean. Mais dans l'Évangile, le Christ ne dit pas de lui-même « ego sum caritas ». Pour nous l'apprendre, il faut un nouveau règne. Ce que Léon Bloy a écrit de la douleur, à laquelle il avait commis l'imprudence de se vouer dans sa jeunesse, de son plein gré, pour le salut des autres, ce qu'il a écrit de la situation de la femme dans le plan de la Providence, ce qu'il a écrit de la pauvreté et de la misère, ce qu'il nous fait entendre de l'argent et qui va si loin, parce que Bloy, qui en avait la hantise, car il périssait d'en manquer, l'avait scruté avec une si vertigineuse audace que le symbole s'était fondu sous son regard dans sa signifiance même. Le sang du pauvre, c'est l'argent, dit-il. Voilà ce que nous a surtout découvert la lumière noire projetée par sa lampe d'explorateur de l'invisible. Il avait cru davantage à l'invisible qu'au visible, c'est tout, parce que, a-t-il écrit, le visible est la trace des pas de l'invisible. Ces choses qu'il a pris pour tâche de nous faire percevoir dans ses phrases lourdes et majestueuses, dans ses propos paradoxaux, dans ses hyperboles où l'humour ruisselle sur de la beauté, à travers des anecdotes désobligeantes et des édifications insolites, dans l'ornement d'un style outrancier. Elles ont été pour moi et pour d'autres l'expérience d'une métaphysique incarnée. Pour Léon Bloy, tout était concret. Le résultat d'épreuves longuement macérées dans ce cœur mal défendu et navré de mélancolie. Je répète ce mot qui le définit si bien et qui me ramène à ces yeux dont j'ai parlé au commencement. En effet, si Bloy ignorait la modération devant l'image de telle offense à Dieu ou à sa vérité, c'est qu'il abordait le monde avec deux yeux bleus, grossissant comme des loupes, et qu'il voyait énorme l'offense que nous faisons à l'amour lorsque nous ne lui abandonnons pas toute la place, et son cœur chevaleresque concluait à la nécessité d'une réparation également énorme. S'il a été injuste dans bien des cas, c'est en raison de ses yeux, qui m'avaient paru d'une extrême douceur. Il y a une phrase de lui que je citerai. Elle se trouve dans une lettre écrite en 1887 à une madame L'Huillier. « J'ai mis toute ma vie dans l'amour divin et l'amour humain que j'ai quelquefois étrangement confondu. Je n'ai vécu que pour cela, sans avoir jamais compris qu'on pût vivre pour autre chose. » On a cru voir dans l'œuvre de Léon Bloy, d'une violence verbale à nulle autre pareille, quand on songe à certaines pages de Désespéré ou de Je m'accuse, ce qui s'appelle de la haine. Comment, objectait-on, un homme qui ne se réclame que de l'amour pouvait-il détester si fort son prochain? Nous, ses admirateurs, avons tous convenu qu'il était rarement équitable. Mais nous savions que Léon Bloy, qui n'avait aucune méchanceté, se considérait comme le consignataire de la vengeance divine, ainsi qu'il l'a écrit, et l'obéissant domestique d'une étrangère fureur, c'est-à-dire comme un instrument du Dieu de justice. C'est pour cela, il en était sûr, qu'il avait été missionné. Mais son cœur ne prenait pas de part dans les holocaustes que son esprit commandait. Les personnalités qu'il attaquait, les figures qu'il massacrait, disparaissaient dans l'optique où les situait son génie. Ce qui comptait pour Bloy, c'était de défendre Dieu à tout prix. Il n'était pas tellement aveugle sur son cas, puisqu'on peut lire dans une lettre à un ami, qui date, il est vrai, de la fin de sa vie, « Je n'ai pas fait ce que Dieu voulait de moi, c'est certain. J'ai rêvé, au contraire,
ce que je voulais de Dieu, et me voici, à 68 ans, n'ayant plus dans les mains que du papier. Que du papier. Je souhaite à beaucoup d'écrivains de ne laisser en héritage qu'un papier aussi lumineux. J'étais au front à Suippes, en 1917, lorsque j'appris que Léon Bloy venait de mourir, le 3 novembre, le lendemain de la fête des morts qu'il avait ainsi prolongée. Il y avait à son chevet 2 hommes qui allaient devenir pour moi de si grands amis, Jacques Maritain et Pierre Vandermeer de Walcheren. Et aussi Georges Auric, que mon frère et moi connaissions depuis 3 ans, et Félix Rogel, un musicien qui s'était intéressé à la musique de mon père. La mort de Léon Bloy fut pour moi, qui ne l'avais plus revu depuis mes 14 ans, et pour les miens, une date que rien n'a été capable d'effacer.